3 ans et demi, euh, le peu de progrès, le peu de prise de conscience de ce qui avait pu arriver à mon frère me pousse effectivement à être de plus en plus proactive pour effectivement qu'il y ait un sursaut quelque part de l'État, de prendre la mesure corrective pour que de pareilles choses ne puissent plus arriver. La mesure de ce qui est arrivé. Ça veut dire que vous estimez que ce qui est arrivé à votre frère il y a 3 ans et demi, si aujourd'hui la situation, une situation comparable arrivait à un professeur, au fond, les garde-fous, la mesure du danger n'a pas été véritablement prise. Je pense qu'il y a eu une amélioration qui est visible, puisque depuis l'attentat de mon frère, il y a eu beaucoup de professeurs, de principales, de proviseurs qui ont eu leur vie mise en danger. Il y a eu une réaction effectivement assez rapide, ce dont mon frère n'a pas bénéficié à l'époque, de mettre en sécurité le personnel qui est menacé et effectivement montrer une certaine indignation face aux menaces que le personnel éducatif est à l'heure actuelle attaqué. Vous estimez, Mickaël Paty, que l'État est responsable de la mort de votre frère, c'est-à-dire responsable de n'avoir pas empêché un drame prévisible. Oui, à l'heure actuelle, c'est une requête. Donc en droit administratif, d'une reconnaissance effectivement de la responsabilité qui est engagée depuis le 15 mars. Ce que j'attends en fin de compte, c'est qu'il y ait vraiment une étude de ce qui a pu se passer à l'époque, c'est-à-dire reprendre le contexte qui a totalement été entre guillemets ignoré à l'époque. Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'en 2020, début septembre, on est en plein procès Charlie qui vient de recommencer. Donc Charlie republie les caricatures, ce qui va enflammer effectivement les milieux islamistes, notamment Al-Qaïda, et l'État islamique qui va entraîner des menaces à agir contre les destinataires de Charlie, ce qui fait qu'il y a quelqu'un qui ira commettre un attentat qui est dit avorté, puisqu'il cherchait à cibler du personnel de Charlie Hebdo rue Appert. Le climat était déjà particulièrement tendu. On a également le discours d'Emmanuel Macron au Muro début octobre qui vise à lutter effectivement contre tous ces mouvements un petit peu sectaires. On sait que le contexte était déjà brûlant à l'époque. Et ce qu'il faut comprendre, c'est qu'après ce contexte, il y a également les faits. Vous avez retracé précisément, et c'est très frappant quand on écoute les interventions que vous avez eues devant notamment les députés, devant les sénateurs, où à chaque fois vous vous accrochez aussi aux signes extrêmement tangibles. C'est-à-dire que vous avez retracé les 11 jours de ce que vous appelez la descente aux enfers de votre frère. Il faut quand même rappeler que votre frère, lorsqu'il a été assassiné, décapité, est parti seul. C'est un vendredi soir de vacances de la Toussaint. Il a acheté un pull à capuche, ce qu'il ne portait jamais, pour se protéger. Il a mis dans son sac à dos un marteau, ce qui montre son angoisse absolue. Et en même temps, ça paraît dérisoire. Ça montre son inquiétude totale. Il sait qu'il est menacé. Ça fait 11 jours. Et c'est là que vous dites qu'il y a quelque chose de prévisible. Oui, c'est que assez rapidement, les informations, au moins dès le 9 octobre, donc on est quand même à 7 jours avant l'attentat, tout le monde sait qu'il y a une rupture d'anonymat. Son nom est déversé, son lieu d'exercice est connu. On sait que ça atteint la mouvance islamiste. Les principaux mis en accusation qui seront jugés fin d'année sont déjà identifiés. On sait que c'est médiatisé sur les réseaux sociaux, sur des chaînes YouTube, et que les commentaires qui en suivent étaient effectivement un appel à agir avec violence envers mon frère. Et quand vous dites on sait, c'est à la fois la police, parce que votre frère porte plainte, c'est à la fois la hiérarchie, l'éducation nationale. Oui, et ces informations ne sont pas arrivées de nulle part. Donc c'est les renseignements territoriaux qui ont été capables effectivement d'identifier tous ces éléments. Donc en termes de collecte d'informations, je pense qu'il n'y a pas eu de faille. Ce n'est pas au niveau de la collecte le problème. C'est qu'est-ce qu'on en fait de ces éléments. Le fait de rassembler les informations, avoir conscience effectivement qu'il peut se passer quelque chose, aurait dû emmener à minima une protection de mon frère. Dont il n'a effectivement pas bénéficié. Vous avez d'ailleurs dit, après la mort de Dominique Bernard, qui vous a
conforté dans l'idée qu'il fallait demander à l'État. C'est pas pour accuser, je veux dire, il faut bien comprendre votre démarche. C'est parce que vous estimez qu'il y a une forme de déni, presque de naïveté ou de, j'allais presque dire, est-ce que de fainéantise, est-ce qu'on pourrait dire ça? C'est-à-dire, on voit le drame arriver, mais on n'en prend pas les mesures, on ne change pas vraiment les habitudes, on ne prend pas les bonnes décisions. Moi, je le qualifierais plus comme un comportement attentiste. C'est comme s'il y avait un temps de latence où on attend de voir si effectivement il va y avoir acte. Sauf que effectivement, par rapport à tous les arguments que je viens d'énumérer, il était totalement évident qu'il aurait dû être mis en retrait et qu'il aurait dû bénéficier d'une protection. Les éléments étaient requis pour qu'il puisse bénéficier de 2 officiers de protection de la SDLP. Vous recueillez depuis les témoignages, les traces, les signes et notamment les messages que votre frère avait envoyés à ses collègues dans les heures ou les jours qui ont précédé sa mort. Ils étaient de quelle nature? Qu'est-ce qu'ils disent, ces messages? Ce qu'il s'est passé, c'est que le week-end qui est entre les 2 semaines de l'engrenage, malgré les sollicitations donc, de la principale, on a clairement 2 voire 3 professeurs qui veulent se désolidariser totalement de tout soutien auprès de mon frère, alors que pour autant, ils avaient les uns et les autres connaissance de l'absence donc de la jeune fille qui a menti sur sa présence en cours. On rappelle effectivement, on a tous en tête, parce qu'on en a beaucoup parlé, mais c'est important de le redire, qu'au départ de tout cet engrenage et au départ de ce qui a conduit à la mort de votre frère, il y a un mensonge. Le mensonge d'une jeune fille qui dit avoir assisté à un cours de votre frère sur la liberté d'expression, dans lequel, dit-elle, il y aurait eu une forme de confusion autour de caricatures de Mahomet. Cette jeune fille n'était pas présente, elle était en réalité absente, elle a menti à son propre père pour masquer son absence. Et c'est ce déni, cet engrenage, ce mensonge, et puis ensuite, ces 11 jours d'enfer. Oui, c'est... Ce que vous voulez dire, c'est que, alors que 3 professeurs, et je reprends le fil de, Oui. de votre réflexion, alors que les professeurs savent ce mensonge initial, il y en a malgré tout 3 qui veulent se désolidariser. C'est exactement le terme, c'est se désolidariser. Où les propos sont... Ne pas être mêlés. Oui, en fait, ce que j'ai remarqué dans le corps enseignant, il y a un certain manque de corporatisme. Alors effectivement, c'est un peu un paradoxe par rapport à leur profession, où ils se retrouvent seuls face à leur classe et que finalement, ils ne travaillent pas en équipe. Mais je pense que même sans ça, il y aurait dû y avoir un comportement confraternel. De quoi est mort votre frère? Comment vous qualifieriez les choses? D'un abandon. D'un abandon. Le fait d'attendre de savoir s'il allait se passer quelque chose, c'est une somme de lâcheté qui fait qu'en cumul, donc effectivement, on a un terroriste qui va agir. On a une mouvance islamiste derrière qui a activé tout ce qu'il pouvait pour faire monter la sauce. Mais on a également ceux qui auraient dû le protéger. Mickaël Paty, votre nom a à nouveau été prononcé hier soir. C'était par le Premier ministre Gabriel Attal qui a rappelé la mort de votre frère. Il l'a rappelé parce qu'il était interrogé sur ce qui s'est passé au lycée Maurice Ravel à Paris. Le proviseur du lycée a quitté ses fonctions, menacé de mort, depuis qu'il avait demandé à une élève de retirer son voile. Il dit avoir cessé de travailler pour des raisons de sécurité. L'académie, elle, a pudiquement, dirons-nous, dit que c'était pour convenance personnelle. Est-ce que cela illustre ce que vous disiez à l'instant, c'est-à-dire une forme de malaise, de difficulté à nommer les choses? Oui, on en reste toujours là. On en reste de mal nommer les choses. Finalement, on n'a jamais le comportement qu'on devrait avoir derrière. Donc, ce contraste, effectivement, entre des propos du rectorat qui minimisent encore la situation, parce que si la peur est une convenance personnelle, à ce moment-là, il faut vraiment se remettre en question. Alors que je pense que le ministère de l'Éducation nationale confondu, mené par ces rectorats, retrouverait un petit peu ces lettres de noblesse, celles qui ont été pourtant très importantes à un moment, en disant clairement les choses, parce que personne n'est dupe, en fin de compte, de leurs propos, et ça entraîne plutôt un sentiment de « Ah, en fait, vous avez toujours pas compris ». C'est ce que vous vous dites aujourd'hui? Oui. Vous vous dites, ils ont toujours pas compris? Non. Quand vous entendez les propos de la jeune femme à l'origine de l'affaire, là encore c'est une jeune femme, elle avait elle dit qu'au moment où il lui a demandé de retirer son voile, elle aurait été
violenté. Elle a confié à nos confrères d'RTL, bon, c'était mieux qu'il parte s'il ne se sentait pas en sécurité. Moi, je suis passée à autre chose. Bah, c'est une attitude, en fin de compte, où elle n'a toujours pas, et je ne suis pas sûre qu'un jour elle y arrive non plus, pris conscience de la gravité de ses actes. Parce que le fait de faire une vidéo qui a été relayée donc, par le CCIE et qui est toujours active. Je vais préciser les choses. La vidéo à laquelle vous faites référence et le CCIE auquel vous faites référence. Donc la jeune fille en question a témoigné dans une vidéo qui se trouve sur YouTube, qui est relayée par le collectif contre l'islamophobie en Europe, ce CCIE, qui a remplacé le CCIF, qui s'appelait donc le collectif contre l'islamophobie en France, qui a été dissous en 2021, mais qui est donc rené de ses cendres, mais au niveau européen, en l'occurrence domicilié à Bruxelles. Et dans cette vidéo, il donne la parole à la jeune fille, disant sa version de l'histoire. Je cite, « J'ai même pas eu le temps de me justifier ou de dire quoi que ce soit, qu'il m'a poussé violemment et qu'il m'a mis un coup violent au niveau du bras. » Voilà ce qu'elle raconte. Et le CCIE qui précise qu'il s'agit d'une extrême violence de la part du proviseur. Oui, le fait de refaire des vidéos, ça me rappelle forcément ce qui a pu arriver à mon frère, où il y a eu des vidéos. Une du père de la jeune fille menteuse, et également donc d'Abdelhakim Sifrioui, qui en a également fait une d'une certaine longueur. Qui était lui-même un membre actif du CCIF à l'époque. Exactement. Donc on ne peut pas... de ce que j'en sais, c'est que à l'heure actuelle, cette vidéo est déversée plusieurs fois par jour sur les réseaux sociaux. La vidéo du témoignage de cette jeune fille. La vidéo du témoignage. Systématiquement, en tout cas, au moins de façon majoritaire, le signalement est fait à Pharos, donc qui est la plateforme qui permet effectivement à tout citoyen de pouvoir signaler des contenus potentiellement dangereux ou qu'ils considèrent anormaux. Eux traitent l'information et ont le pouvoir de la supprimer. Ils ne l'ont pas supprimée. Elle est supprimée. Je l'ai vu hier soir. Elle est supprimée. Le problème, c'est que des activistes récupèrent systématiquement la vidéo et la redéversent. C'est ça. C'est-à-dire qu'en fait, moi, j'ai juste tapé témoignage, jeune fille, elle est remise systématiquement. Elle est reversée systématiquement. Ça veut dire qu'on est impuissant à l'empêcher. Enfin, l'État... En fait, il faudrait surtout... les réseaux sociaux, il faut agir bien évidemment dessus. Mais il faut surtout agir à la source. Donc si le CCIE... n'efface pas cette vidéo ou la retire de son site, effectivement, elle sera toujours visible pour n'importe qui.